Tu veux que je mette le son ou c'est sur le vin et la médecine ou je sais pas trop. Ah oui, c'est quelque chose comme ça. C'est sur le vin et la médecine. Vous êtes à la bonne adresse, cher ami. Bonjour. Bonjour. Salut Marc. Et notre ami Marc qui arrive. Il faut que tu ouvres ton micro, Marc. C'est bon là? Tu m'entends? Ah bah magnifique, super, impeccable. Est-ce qu'il y a des parasites qui nous brouillent l'écoute? Non? Bon, vieille contrepétrie. Oui, oui, j'ai bien entendu, j'ai bien entendu. Ouais. On m'a prévenu, hein. Tu es un maître incontesté dans le contre-P. Mettons un thermomètre. Oui, tout à fait, oui. Et j'espère que la température va monter. En tant que proctologue, moi, je n'aime pas rester en marge. J'imagine bien, oui. À la marge de quoi d'ailleurs, on ne sait pas, mais le danger peut être là. On verra. Bon, écoute, on attend encore un tout petit peu. Voilà, on a à peu près 260 personnes inscrites, ce qui est chouette. Tu vois, et puis en moyenne, on est à peu près entre 70 et 80. Puis il y a beaucoup de personnes qui revoient le webinar en replay. Ils ne peuvent pas forcément être avec nous. Ce sont des vignes de Provence que tu as derrière toi? Non, c'est une photo de vigne de la vallée du Rhône, tu vois. Donc, moi j'ai mis parce que j'ai un placard qui est pas très beau derrière moi, donc j'ai mis D'accord, d'accord. un fond d'écran. Je suis pas dans une cave, je suis pas dans les vignes, mais bon, Ah, pour je, moi, la Côte du Rhône, c'est Guigal. je donne l'illusion, je donne l'illusion. Bon, Bon, j'ai un flacon là, tu vois. d'accord. D'accord. Ok. Ah bah oui. Tu sais, je suis grand maître de Mais la contrée des baillis de Pouilly. tu es de Nevers, toi. C'est le Si t'as fait, j'ai étudié un peu ta bio. Je crois que tu es né à Kinshasa, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu as tout compris. Ouais, ouais. Mais tu es atterri à Nevers. Voilà, voilà, voilà. Ah Alors, oui, en fait, il y a effectivement des gars. Il y a trois Marc Lagrange. Il y a un photographe à Kinshasa. Il y a un éleveur de chiens en Corrèze. Et puis il y a ma pomme. Voilà. d'accord. Bon, écoute, ça arrive, voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire voyager parce que tu vois, j'ai Ah, en décidé, effet. comme on dirait, puisqu'on est dans la blague, j'ai décidé d'aller visiter les Grecs. Voilà. Ah, Donc, c'est un joli vin grec de Néméa dont je parlerai tout à l'heure. Ouais. C'est un vin que j'aime bien. Ouais. J'aime bien Néméa parce qu'il dans y la a, Grèce historique. voilà, c'est un vin C'est qui a la une, grosse hystérique contre oui. Vétri. Excuse-moi. C'est pas grave, je t'en prie. C'est un vin qui a une histoire assez ancienne puisque c'est le vin qui a renforcé Hercule lors de ses travaux. Donc c'est le vin qu'il a bu pour vaincre le lion de Némée dans les 12 travaux D'accord. d'Hercule. Je crois que c'est le dixième ou Et le comment il 9e. va Hercule à ce point-là, à ce propos? Bah écoute, pour l'instant ça va. Aux dernières nouvelles, il était en forme. Aux dernières nouvelles, ça va. Écoute, on a eu un call de l'au-delà il n'y a pas très longtemps, mais écoute, ça, ça avait à peu près. Ouais, mais bon, il regrette le vin d'ici, comme on dit, hein. Et Francis Blanche, Francis Blanche. Tu Oui, connais? Je oui. préfère le vin d'ici à l'au-delà. Et oui, bien sûr. Et, et pour être dans la mythologie, ne laissons pas abuser par ces mythes, disait la comtesse. Oui. Alors, on ne va pas faire trop de contre-pétrie, puisque ça va lasser notre pouvoir. Dionysos, tu connais le prénom christianisé de Dionysos? Non, vas-y. C'est Denis. Ah oui, d'accord, ouais. Et les habitants de Saint-Denis s'appellent les Dionysiens, que ce soit D'accord. Saint-Denis en Francillie ou que ce soit Saint-Denis de la Réunion. Voilà, petite parenthèse culturelle. J'aime bien quand je vous envoie dans la culture. Mais écoute, le vin nous élève et toi, tu nous portes dans la culture, hein. C'est bien. Tu l'as, c'est là? Je vous envoie dans la culture. Oui, bien sûr. On est connectés, on est que tous les deux là. Non, non, il y a tout le monde, hein, déjà. Ah bon, On est déjà en live et on a déjà commencé. le fan club. Bah écoute, je pense on peut commencer gentiment, puisque écoute, on est déjà 86. On a dépassé la barre bientôt les Ça 90. reste là-bas. L'audimat était énorme. La température monte. Voilà, c'est bien. Alors, est-ce que tu peux peut-être en quelques mots ou quelques verbes nous partager ton parcours? Des Euh, verbes en joie. des verbes en joie, oui.
Oui, ben, je suis chirurgien digestif à Nevers, avec une petite variante, entre guillemets, une corde à mon arc qui est la proctologie, pour avoir écrit un livre professionnel de proctologie. Et mon prochain livre sort dans un mois, et je suis sûr que notre fan club va se jeter dessus. J'ai fait une encyclopédie sur l'anus qui s'appelle Anus, toi qui m'y pense. Voilà. En 400 C'est pages. relativement particulier comme affaire. En 400 pages. C'est plus un trou, c'est un critère, tu me diras. Mais bon, on a ratissé large, on a à peu près tout fait dans une encyclopédie en évitant le gore et le coquin, etc. Donc c'était un vrai challenge, mais c'est passionnant. Donc chirurgien digestif à Nevers, passionné de vin depuis 30 ans, grand maître de la confrérie des Baillis de Pouilly, je suis commandeur à Clos Vougeot, dégustateur à droite et à gauche dans différents concours. Le vin, c'est notre culture, il faut la défendre par rapport à tout ce qu'on voit dans le monde actuellement, en sachant que et c'est pas toi qui es méditerranéen qui va me dire le contraire, que notre civilisation méditerranéenne et chrétienne repose sur trois éléments, l'olivier, le blé et la vigne. Que seraient nos coteaux sans les vignes, surtout quand on voit dans la Côte de Beaune au mois d'octobre ces coteaux mordorés avec ces couleurs rouges, jaunes, marron, c'est absolument sublimissime. Que serait notre gastronomie, notre économie, que serait notre quotidien. Donc, ce vin, il faut le défendre, il faut le partager. Le vin, c'est quoi? Le vin, j'ai rien inventé. Hein. Le vin, c'est un partage, c'est un joli verre, c'est des copains, c'est un produit à bonne température et avec un bon accord vin et mets. Parce que du pétrus dans un verre à un carton avec des connards sur une mozzarella, là, j'ai piscine, casse. Hein. Voilà. Comme on dirait, tu n'as pas ta langue dans ta poche, cher ami. D'ailleurs, en tant que médecin, tu n'as jamais eu de problème de langue, finalement. Non, mais j'ai un grand chapitre sur mon prochain livre sur l'anus, c'est l'anus et la langue. D'accord. Au sens Rassure-moi, rassure-moi, cher ami, ton livre n'est pas trop illustré, j'espère. bah, c'est pas non, non, c'est pas le Kama Sutra. Il n'y a rien de gore. Il est à mettre Bon, entre toutes les mains. Voilà. bon, ça va. Non, mais te connaissant, je sais que tu joues, mais que tu es sage. Et sagesse n'est pas folie. Ou sa fesse n'est pas jolie. Ouais, tout à fait, oui. Alors là, je vous ai apporté un vin. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, C'est un vin de mon copain Claude Michaud, qui est vigneron à Pouilly, ouais. qui fait très bien. Donc, c'est un 2020 qui vient d'être mis en bouteille. Donc, je l'ai tasteviné hier dans son chai. Là, je suis à Paris, là, chez ma fille. Et donc, D'accord. on va goûter ce vin. C'est un Sauvignon pur. On est sur du silex. C'est un 2020, donc c'est un peu chaleureux, un peu ensoleillé, un tout petit peu atypique, mais il y a du gras, bizarrement. Et c'est superbe. Et là, mes enfants vont me régaler ce soir d'un plateau d'huîtres et ça va être un bel accord. C'est une pure merveille. Et, euh, et c'est des vins qu'on touche à entre 12 et 15 euros. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Sur Pouilly, il y a des vignerons qui font souvent 20-25 euros, certains 80-90 euros. Bon, est-ce que le vin est 6 fois meilleur? Là, grand. Ça c'est un sujet important. Donc, tu as fait une longue carrière dans la médecine avec ces spécialités que tu nous as indiquées. Qu'est-ce qui t'a amené dans le vin et qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur le vin, surtout, puisque tu as fait quelques ouvrages. Oui, on en est à une vingtaine d'ouvrages en tout, dont 15 sur le vin. Premier souvenir de vin, c'était mes parents avaient acheté du Sénéclose, le vin d'Oran d'Algérie, qui était le vin des années 60 pour le monde n'existait pas trop à l'époque, mais c'était pour les œnophiles, pour les amateurs éclairés du cercle amical et familial. Et puis ensuite, donc, je me suis rendu compte que le vin rouge de mes parents était meilleur le soir, le dimanche soir, que le dimanche midi. J'avais 10-12 ans à l'époque. Hein. J'étais un peu comme Colette. Mes parents me faisaient goûter le vin et la grande Colette est l'autre très grand auteur de livres sur le vin. Il faut revoir Prison et Paradis, La Treille Muscate, c'est que du bonheur. Et puis ensuite, à l'internat, j'ai eu la chance inouïe de rencontrer ma femme. C'est surtout elle qui a eu cette chance-là, en fait. Mais bon, on va être modeste. Et donc, mon épouse avait de parents bourgeois, une belle cave. Et donc là, on en a remis une piqûre. Et puis petit à petit, j'ai écrit des articles de médecine, j'ai écrit des livres de médecine. Et j'ai aimé la déconnade. Et j'ai été récupéré par un copain dans un club service qui était négociant à Nevers. Donc, négociant à la fois, surtout, de Sancerre et de Pouilly-sur-Loire. Et il m'a demandé d'intégrer une confrérie bachique. J'étais allé déjà à Clos Vougeot
avec mes copains Chevignard, Barbier et compagnie, donc des ténors du barreau. J'étais époustouflé et interpellé par leur qualité oratoire, déconnade, sérieux, bachique et piqûre. Et donc, après, j'ai fait des. Mon copain m'a Tu sais demandé. qu'il il faut se méfier des piqûres hein, quand on est médecin. Oui. J'aime beaucoup les sommeliers qui ont de l'esprit, c'est si rare. Et donc, mon copain m'a demandé de m'occuper des relations humaines, de la confrérie, enfin des relations publiques, pardon, pas humaines, publiques. Et donc, pour ça, il fallait faire des discours. Donc, j'ai fait un livre, Paroles de vin, qui n'est pas là, d'ailleurs, j'ai dans la voiture. Et donc, toute la sémantique autour du vin, les synonymes, les contrepétries, les expressions, etc. Puis un deuxième livre sur le vin et l'érotisme, puis un troisième livre sur la mythologie du vin, puis un quatrième livre sur le vin et la médecine, que je vais te montrer là. Mais je sais, je le connais bien parce que je l'ai lu et tu l'as fait avec notre ami Bruno Boidron des éditions Ferré. Alors, Bruno Boidron m'a beaucoup aidé. Il a fait un très beau travail éditorial et ce livre donc, a été préfacé par le professeur Cabrol, qui était non pas mon maître, mais mon ami. Moi, je suis chirurgien digestif. Cabrol était chirurgien thoracique et cardiaque, comme chacun le sait, et ce qui prouve une fois de plus qu'il y a des relations entre l'anus et le cœur, puisque moi, je suis proctologue. Voilà. Et donc, on a fait une quinzaine de conférences avec M. Cabrol, qui lui faisait d'un côté l'histoire de la greffe du cœur, et moi, je faisais l'histoire du vin et de la médecine, et c'était un grand monsieur. Et dans ma carrière, j'ai vu des très grands. J'étais l'élève de Jean Bernard, j'ai vraiment été l'élève de Jean Bernard à Saint-Louis en hématologie, j'étais externe. J'ai vu M. Cabrol, et dans le vin, j'ai vu des très grands. Je pense à Aubert de Villers, je pense à Alexandre de Lursaluche, je pense à Marcel Guigal, je pense à Colette Faller. Et ça reprend le mot de Fleming qui disait la pénicilline guérit les hommes, mais le vin les rend heureux. Donc il y a une belle connexion entre les deux. Et on retrouve les mêmes critères, les mêmes caractères d'humanité dans ces 6 personnages. C'est qualité, modestie, travail, intuition, générosité, affection. Ceci dit, par rapport à M. Cabrol, j'aime autant avoir été l'ami de ce professeur, de cet ami, que son élève, parce que c'était compliqué. Il était d'une exigence totale vis-à-vis de lui-même. Il dormait dans son service, il opérait 20 heures par jour, c'était jamais assez bien, du perfectionnisme outrancier. Et quand on était interne, mes copains étaient internes chez lui, c'était du genre à recevoir le dossier dans la gueule parce qu'ils avaient oublié la numération de la veille ou l'électrocardiogramme de l'avant-veille, alors que Cabrol le savait par cœur. Comme M. Jean Bernard, qui était la classe 1, qui était à l'Académie française, et qui connaissait tous ces dossiers plus et mieux que moi externes et que mes copains externes. Donc, c'est des grands et des grands qui apportent tous les deux, dans les deux mondes, le bonheur d'une façon différente, mais le bonheur et la gentillesse et la modestie. Et ça, et du travail, et du travail. Ce qu'on n'arrête pas de dire aux jeunes, travail, travail, travail ou travail. Voilà. Et j'aurais une petite question à te poser, puisque le thème de ce soir, c'est le vin et la médecine. Si je l'ai vu déjà à travers le livre que tu nous as montré, si tu pouvais peut-être nous retracer historiquement comment le vin était considéré à l'Antiquité, en quoi le vin était un alicament, enfin c'est un terme un peu récent, mais comment c'était considéré au niveau de la médecine, comment il a été jugé dans ses côtés positifs et dans ses côtés plus sombres peut-être. Alors, pour ne pas oublier des choses fondamentales, le vin, il faut se rappeler le mot d'Hippocrate qui disait que l'eau était la plus faible des boissons. Et à l'époque, on ne savait pas trop pourquoi, parce que dans l'eau était vectrice de miasmes, de levures, de bactéries, de virus, et parmi les bactéries, les shigelles, les coli, les Escherichia coli, et ça donnait les diarrhées, la gastroentérite et la mort. Donc l'eau était vectrice de mort. Et sans trop savoir pourquoi, le vin, lui, était vecteur de santé parce qu'il y avait de l'alcool. Alors peut-être pas beaucoup, peut-être que 4 ou 5 degrés dans le temps, non, et on n'a pas nos 15 degrés actuels parce que le réchauffement climatique, le dérèglement, malheureusement, on en a vécu les affres là il n'y a pas longtemps avec le gel qui survenait après une période de verdure excessive au mois de mars. Donc on s'est rendu compte que les substances supposées bénéfiques étaient plus efficaces dans le vin que dans l'eau, notamment quand la quinine est apparue avec la Renaissance, au XVe siècle. Et donc le vin a toujours été considéré par. Allô? Oui, on t'écoute, on est là, c'est bon. Le vin a toujours été considéré par les institutions comme un élément bienfaiteur à condition. Attends Marc, il faut que tu remettes ton micro.
Ça a coupé. Ça a coupé. Voilà. Ah, vas-y, c'est bon. Vas-y, tu peux y aller. Donc, toutes les institutions ont été pour la consommation de vin, mais avec modération. Et si on reprend l'histoire, Hippocrate conseillait un cotyle, une cotyle le cotyle, c'est l'orthopédie, c'est la hanche. Une cotyle de vin par jour, 0,26. Saint Benoît de Nursie, au IVe siècle après Jésus-Christ, conseillait une émine de vin par jour à ses co-religionnaires afin qu'il reste digeste et à l'acre. Ensuite, dans les hôpitaux médiévaux, on conseillait un demi-cétier de vin par jour, 0,23. Et on finit avec le French paradoxe, 2 verres de vin par jour, 0,25. Donc, bizarrement, empiriquement, on a toujours considéré que le vin était bon à dose modérée et que les produits étaient plus efficaces dans le vin que dans l'eau. Et la meilleure preuve, la thériaque, l'hypocrase au Moyen-Âge, qui étaient des substances contre les poisons, contre les venins, contre les vipères, etc. Tu peux peut-être répéter, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que l'hypocrase, par exemple? L'hypocrase, c'est un mélange de vins. Chaque faculté, Montpellier, Lyon, Paris, Montpellier avec notre bon vieux maître Rabelais, le père de la contrepétrie, comme tu sais. Oui. Donc, Hippocrate, c'était un mélange de vins, d'herbes, de plantes, avec des substances animales. C'était peut-être pas forcément hyper bon, mais c'était supposé efficace. Alors, à l'aune de la médecine actuelle, la médecine a fait la part des choses. Bon, c'était sûrement discutable, hein, mais l'Hippocrate et la thériaque, c'est les deux grands médicaments du Moyen-Âge et bu chaud, c'est vin rouge et chaud. Et au Moyen-Âge, les moines avaient 5 raisons de faire du vin. Ils avaient leur consommation personnelle, donc le réfectoire, la consommation du passage, donc le dortoir, leur consommation personnelle, leur consommation de l'apothikérorie, c'est-à-dire le mouroir, donc les médicaments, le commerce extérieur, le tiroir-caisse, et puis il y avait, et surtout l'offertoire. Hein. Et là, je suis en train d'écrire un bouquin sur les alcools. Partout dans le monde, la vigne est là à cause du catholicisme, de la religion, parce que Rome a toujours exigé que la messe fût célébrée avec un produit fermenté, mais le vin. Pas la bière, pas le cidre, pas le poiré, pas les noix de coco ou le vin de palme. Donc, c'était du vin. Alors, le vin était rouge jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il est devenu blanc après pour 3 raisons. 1, plus grande quantité. 2, beaucoup moins cher et surtout beaucoup plus hygiénique. Monseigneur Barbarin sort de ce corps. On ne voyait pas comme ça les taches de vin sur l'aube des enfants de cœur, sur l'autel et sur la robe du prêtre. Voilà. Alors, juste, je me permets puisqu'on parlait des vins anciens. Attends, je vais essayer que ce soit. Je ne sais pas si vous avez, à goûter ou à découvrir tu dois peut-être connaître Marc. C'est le Mas des Tourelles qui fait donc du vin de l'Hippocrate ou des vins un petit peu à l'ancienne, en jarre avec des macérations de plantes, de fenugrec, etc. Donc voilà, intéressant. Ils ont 3 cuvées anciennes à redécouvrir. C'est assez sympa. C'est vinifié en jarre, écrasé au pied. À l'ancienne. Bon, et tu le sers avec quoi? Avec quel accord? Vin et mets? Ça dépend s'ils font 3 vins. Ils ont un blanc, si je me trompe pas, qui fait avec du fenugrec. Donc c'est assez intéressant parce que ça va bien sur tout ce qui est, tu vois, qui va être un poisson mariné ou quelque chose. Moi, j'aime beaucoup ça. Bon, après c'est un peu historique, mais j'aime beaucoup ça avec les mésés libanais. Tu sais, les appareillages avec les feuilles de vigne farcies. Avec un peu, c'est vraiment un vin qui va dans l'esprit tapas. Moi, ça me fait penser aux vieux, aux vins évolués de Provence, par exemple. La dernière fois, j'avais présenté un Château Simone, dont je suis un grand fan. Bien sûr. Et tu as ces évolutions-là, ça se rapproche un peu dans l'esprit. Et je trouve ça que c'est très intéressant sur un plateau, voilà, sur des poivrons farcis, choses comme ça, sur cet esprit un peu méditerranéen, c'est assez chouette, ouais, c'est assez chouette. Mais le vin, c'est une vraie merveille. Et moi, le vin a été pour moi lacrymal à 4 occasions. La première fois que j'ai bu Yquem, bon, je suis très copain avec Sandrine, avec Pierre, avec Valérie, enfin toute l'équipe, avec Francis, etc. Et la première fois que j'ai bu Yquem, si je te raconte ma vie, vous allez pleurer parce que j'ai bénéficié de l'ascenseur social. Et avec mes copains, on ne savait pas trop ce que c'était Yquem. Donc, quand on avait 30, 32, 35 ans, on a commencé. La première fois, on a bu Yquem, on l'a bu à la maison. Et silence total, silence radio, quoi. Les mecs étaient là. Oh, putain, c'est quoi ce truc? Avec de l'émotion. Et là, on était tellement fantasmatique avec ce vin que c'était du bonheur acté que de boire et de partager ce vin.
Deuxième moment où, comme tu évoquais Bruno Boidron là, de chez Ferret, quand mon livre est sorti sur le vin et la médecine, qui a eu un prix Nobel en 2005, je dis prix Nobel parce que je suis hyper modeste et que j'ai eu un prix mondial à Stockholm. Donc j'étais à Château-Lagrange avec ma fille. Bon, c'était un hasard, ça peut monter comme ça. Donc c'était un grand moment. Et quand le bouquin est sorti des cartons, je dirais que ça fait drôle, ça fait une belle impression. Et puis, troisième moment de larmes, pas de larmes, mais d'œil un peu rougi. Ma femme avait fait un gaston, un poulet Gérard, un poulet à la Gaston Gérard, le grand plat traditionnel bourguignon, un plat très lié au hasard. Hein, c'est la dame qui avait fait tomber son tube de paprika dans la sauce. Et donc, bon, je ne sais pas trop quel vin mettre. Et puis, j'avais à la maison, à la campagne, j'avais mon fan club, c'est mes enfants, mes meilleurs amis, mon club d'énologie, etc. Et je vois un magnum de Clos Vougeot de chez Rousseau, 49. Putain, c'était waouh! Et là, c'était même mon fils qui a 30 ans, qui a un bon palais, mais on n'a pas les mêmes goûts. Comme dit Jean-Claude Berrouet, à chacun son mauvais goût. Et donc, il a été époustouflé. C'était un grand moment. Et là, pareil, une table de 20 personnes scotchées par un magnum. C'était un magnum, c'est remarquable. Et c'est là où le grand vin, si tu veux, le grand vin, il a cette capacité, quand tu es dans un repas, de tout arrêter, quoi. Je veux dire, tout le monde s'arrête. Communion. C'est la communion. Ouais, c'est la communion, comme dans l'union. Hein. C'est Ah ouais, chacun. Ouais, et ça, c'est très émouvant. Et moi, je suis admiratif depuis pas très longtemps. D'abord, j'étais des maîtres queux. Je trouve qu'avec les mêmes ingrédients, enfin, on connaît le truc par cœur. Il y a 5 paniers, mêmes ingrédients, même matériel. Il y en a un qui fait de la merde et l'autre qui fait un truc génial. Et les vignerons, donc j'étais admiratif de ça, de leur création, donc le côté artistique. Et puis les vignerons, là, de temps en temps, je me balade assez souvent dans les chais. Ça me paraît très compliqué. Et même maintenant, en énologie, il y a ce qu'on appelle une HDR, tu connais le mot? Oui, bien sûr. Habilitation à diriger les recherches. Donc, ça veut dire qu'il y a un très haut niveau universitaire qui est requis pour certains. Et c'est compliqué l'énologie, hein. C'est de la chimie haut de gamme, c'est hyper chiant. Mais avec ça, maintenant, on n'a comme plus beaucoup de mauvais vins. On n'aime pas forcément tous les vins. Mais, et puis en plus, il y a un aspect un peu tronqué, je trouve, dans ce propos. On dit qu'il n'y a plus de mauvais vins. Oui, c'est vrai. Mais on ne fréquente plus les gens qui boivent des vins de merde. On n'est pas dans le même cercle, on n'est pas dans la même culture, etc. Donc on n'aime pas tous le même vin, on n'a pas tous le même goût, le blanc. En sachant que moi j'ai vu en une génération la montée douce et progressive du vin blanc. Moi, quand j'étais petit, c'était vin rouge ou vin rouge. Et j'avais 2 ou 3 couples autour de moi. Le vin blanc, non, j'attends le vin rouge. C'était surtout pas de vin blanc. Et en fait, maintenant, 30 à 40% des gens, leur dernier grand moment de vin, c'est le blanc. J'ai une question pour toi dans l'auditoire. Il y a une personne qui demande la question sur le resveratrol qui est dans le raisin et donc dans le vin. Est-ce que c'est vraiment efficace pour la santé artérielle et neurologique? Alors la réponse est oui. Depuis le paradoxe mis en évidence par le professeur Renaud, donc on sait que dans le vin, pour le médecin, il y a 4 choses importantes. Il y a l'eau. Hein, voir Zola, le délirium tremens, c'est lié à la déshydratation. 85% du vin, c'est de l'eau. Donc pour nous, médecins, quand on a une urgence, enfin on avait, parce que maintenant il n'y a plus de gens qui boivent 15 litres de vin par jour, hein, du moins en France. Donc, l'eau. Deuxième élément important, ce sont les alcools, avec l'éthanol et surtout le méthanol, avec les vins, les cépages hybrides, le vin fou des Cévennes, etc., avec le côté toxique pour le foie et toxique pour le cerveau. Troisième élément important pour nous, médecins, sont les sucres. Alors, quand on a des vins hyper sucrés, hyper liquoreux, pas de fruits, bon, je ne dirais pas de vignoble en particulier, parce que ce ne serait pas gentil, mais là, on sait que c'est sucré. Donc, quand on est diabétique, il faut évidemment faire attention et adapter ses doses d'insuline ou d'hypoglycémie orale ou oraux en fonction de la dose de sucre que l'on prend. Par contre, il y a des vins traîtres, adorables, j'adore, Jurançon, par exemple, ou Sausignac, des vins qui sont à 80 ou 100 grammes de résiduel, et par contre, on ne sent pas le sucre. Il y a une telle acidité dans ces vins qu'on ne sent pas le sucre. Et si tu es diabétique, là, tu peux déstabiliser ton diabète et te retrouver aux urgences. Donc ça, pour nous médecins, c'est hyper important de le dire, de le savoir. Voilà. Puis quatrième élément important, ce sont bien sûr les polyphénols, avec le resveratrol, qui est le polyphénol phare pour répondre à ton copain. C'est qu'on retrouve dans les tanins, dans les acides phénolés, dans les colorants, les anthocyanes et les flavonoïdes. Et donc là, les cépages les plus porteurs en termes de polyphénol, c'est essentiellement les deux
surtout interrégion, la Syrah. L'autre de la région d'à côté, le Tanat, de Madiran. Il y a 4 à 5 grammes par litre. Et le professeur Renaud a démontré, suite à des corps de malades et de morts, que ce fameux paradoxe. Pourquoi le paradoxe? Parce que les Français, notamment les gens du Sud, du Gers, ils obèses, grignotage, fumeurs, pas de sport, etc. Et ils avaient moins de mortalité cardiovasculaire que les Anglais, que les Américains, etc. Bon. Et donc, on a repris les études. Pourquoi? Parce que les gens buvaient du vin rouge à dose modérée. Après, les biologistes et les œnologues se sont penchés sur le problème. Qu'est-ce qu'il y a dans le vin qui fait que les gens sont protégés? Une sorte d'immunité, de vaccination anti-maladie cardiovasculaire. Il n'y a pas que l'infarctus, il y a l'angine de poitrine, il y a l'artérite, il y a la névrite optique rétrobulbaire, il y a l'athérosclérose, il y a plein de choses. Et donc là, on s'est rendu compte que la dose idéale, c'était 2 verres de vin par jour. On revient à ce que Hippocrate, Saint-Benoît, etc. ont raconté. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le vin qui fait du bien? Et c'est là, on a dit, on a analysé ça et on est tombé sur le resveratrol, qui est la grande molécule phare. Et après, on a fait des études in vivo et in vitro. Pourquoi ça marche? Les cibles. Alors, les cibles, c'est le fibrinogène, les facteurs de la coagulation qui sont diminués en activité à cause du resveratrol. Donc, un sang qui est plus fluide, des dépôts de graisse qui sont moins importants sur les vaisseaux à cause de ce resveratrol, donc notamment le mauvais cholestérol, et des beaux vaisseaux avec un sang fluide donnent moins d'accidents cardiovasculaires que les buveurs d'eau ou les buveurs excessifs de vin. D'où la dose modérée de 2 verres par jour et pas tous les jours. C'est un des mots phares qu'il faut retenir. Voilà. Un point important, là, parce qu'on parlait tout à l'heure, tu sais, un peu des vins du Mas des Tourelles. Moi, je me suis intéressé assez récemment, alors je ne suis pas expert là-dessus, sur les travaux d'Hildegarde, tu sais, de Bingen. Cette naturopathe allemande. Voilà, qui faisait macérer donc, des vins, enfin des plantes, beaucoup de plantes, mais en fait, elle utilisait beaucoup le vin pour ses macérations. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot ou... Alors, Hildegard de Bingen, effectivement, elle a fait des solutions avec des substances minérales, végétales et animales. Et en matière c'est la grande référence bio, entre guillemets, du Moyen-Âge. Et je vais botter en touche pour dire qu'il y a une expression médiévale qui est amusante, c'est pourquoi on trinque, le fait de trinquer. C'était pour mélanger les gouttes, pour être sûr de l'innocuité, parce que potion, poison, même racine. Donc, on cachait les poisons dans du vin, comme on cachait les potions dans du vin. C'était moins dégueulasse à boire avec le vin que tout seul. Et puis, l'expression, il y avait une autre expression également sur le vin qui va me revenir et j'attends ta prochaine question. Pas de problème, je t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ouais, non, moi, je m'intéresse beaucoup à Hildegard parce on la voit beaucoup dans les mouvements alchimiques du Moyen-Âge, dans aussi beaucoup d'écrits de Paracelse, entre autres sur la base qui va devenir la base de la biodynamie. Il y avait une question de Marc qui demande est-ce qu'on peut se soigner avec le vin? Est-ce que tu as des exemples? Alors, moi, j'avais retrouvé, je ne l'ai pas en photo là, mais tu avais un tableau humoristique où tu avais la maladie, le vin et la dose journalière. Je ne sais pas si tu as vu déjà cette photo, mais alors, on conseillait 4 bouteilles pour des problèmes de... Ouais, non, là, il ne faut pas déconner. Il y a le fameux livre du docteur Maury là, des années 50, Soignez-vous par le vin. Alors, à l'aune de ce que l'on connaît aujourd'hui, je pense que quand on a mal au dos, il vaut mieux du Dafalgan ou des anti-inflammatoires que ce qu'on préconisait mes voisins du Berry, c'est-à-dire des lombrics écrasés dans du vin jaune ou du vin de Sancerre à l'époque. Je pense que c'est moyennement ragoûtant et efficacité douteuse. Donc, se soigner par le vin, le docteur Maury disait, telle pathologie du Sancerre, telle pathologie du Pouilly, telle pathologie du vin du Médoc, de l'autre du Côte-du-Rhône, d'autre de l'Alsace. Bon, je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer. On ne peut pas se soigner par le vin. On sait, avec le recul, comme on l'a évoqué, les polyphénols, efficacité, moindre mortalité cardiovasculaire, 2 verres de vin par jour et pas tous les jours. Voilà, c'est global, c'est la Syrah et le Tanat qui sont les plus porteurs, mais on ne peut pas dire qu'on peut se guérir avec du vin. Alors, par contre, on peut dire qu'un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé,
Et le reste de la bouteille, c'est bon pour le moral. Mais il ne faut pas le répéter à nos institutions politiques. D'ailleurs, c'est pour ça que le vin n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Là. Et le dernier vin vendu en pharmacie, c'est quand même 1970, la potion de Todd. Il faut savoir que le vin, tu peux répéter ça, c'est intéressant. Ça, tiens. le dernier vin vendu en pharmacie, c'était la potion de Todd, TO2D, en 1970. Tu vois, donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et Voltaire disait qu'en Angleterre, pour avoir du vin, il fallait aller en pharmacie. Et donc, il y a eu à la fin du 19e, et Bruno Boisdron me l'a montré, et il a dans ses archives, et je l'ai dans mon livre, Le vin et la médecine, il y avait un codex énothérapique à la fin du 19e, à l'époque où le vin a perdu son statut de médicament pour devenir, avec le temps, un alicament, pour reprendre le mot que tu évoquais tout à l'heure, mélange aliment et médicament, alicament. Et donc, le vin a perdu son statut de médicament. Pourquoi? Parce que l'industrie pharmaceutique a commencé à synthétiser les produits qui étaient déjà actifs et reconnus comme tels, la quinine, la digitaline, l'aspirine, qui venait de la saule, acide salicylique. Et donc, peu à peu, le vin a perdu. Alors, il y a encore des médecins qui, au début du XXe siècle, conseillaient le vin, notamment pour les gamins à l'école. Il y avait quand même du vin à l'école jusque dans les années 50-60. Hein. C'est un peu déconnant. On est devenu un peu plus raisonnable. Hein, quand même. Oui. Là, bon, fumé Michaud. Ouais, bah écoute, moi je te donne un petit mot sur le vin qu'on est en train de déguster. Donc moi, que je suis en train de déguster. J'avais envie de vous faire voyager ce soir en Grèce, donc avec un magnifique vin qui s'appelle Néméa. Donc Néméa, c'est le nord-est du Péloponnèse, donc la partie, la péninsule sud de Grèce. Donc on est, c'est une variété de raisin endémique qui s'appelle la Georgitico. Donc ce qu'on appelle le raisin de Saint-Georges. Et voilà, donc c'est une appellation. Ce qui est très intéressant dans cette appellation, c'est qu'on a une géographie assez forte, puisqu'on va avoir des vignes qui vont aller de 200 à 900 mètres. On est en climatologie chaude. Donc selon où vous êtes placé en termes d'altitude, on sait que sur une somme annuelle des températures, on perd 1 degré par 100 mètres. Donc si vous voulez, c'est en termes de maturité, entre les vignes qui sont situées à 200 ou les vignes à 900, vous allez avoir une maturité qui peut être décalée de 2 semaines, 3 semaines. Donc en tout cas, tu parlais de polyphénol et j'ai choisi de partager avec vous un 2012 parce que moi j'aime beaucoup moi dans ma cave perso, j'ai énormément de vins évolués. J'ai eu la chance de me constituer une cave depuis 25 ans et pour moi un vin quand il est évolué, il est dans la sagesse. Donc il va présenter, c'est comme un homme ou une femme. On quitte un peu l'apparence, on quitte l'extérieur, on quitte la séduction, on va dans l'esprit avec l'âge. Et on se révèle. Donc voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ça ce soir sur ce vin qui a une dynamique historique et une dynamique aussi très, très sensuelle, quoi. Et là, tu parlais de vin évolué, il y a aussi un problème de génération. Tu vois, par rapport à mes enfants et aux copains de mes enfants qui ont 30 ans, on n'aime pas les mêmes vins. Alors, nous, on aime les vins évolués, effectivement, sur les arômes tertiaires. Les gamins, ils aiment les vins sur le fruit plutôt. Et bon, heureusement qu'on a tous des palais différents, des goûts différents, mais on peut faire aimer les vins évolués à nos enfants, c'est pas forcément interdit, et ça les surprend un peu, mais c'est pas leur truc, hein, globalement. Et si on revient un petit peu sur notre thème vin et médecine, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à part cet aspect polyphénol sur la consommation? Et alors j'ai vu passer, tu sais, sur les réseaux sociaux, il passe tout et n'importe quoi, hein, des personnes qui disent buvez du vin, vous aurez moins le Covid. Oui, j'ai vu passer ça. Oui. Bon, joker, il vaut mieux se vacciner. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Oui. Et globalement, sur cet aspect consommation du vin, bien sûr, on a compris qu'il faut le faire avec modération et que ça a un impact sur le point de vue cardio. Et sur d'autres parties du corps, est-ce que ça a des… Alors, apparemment, tout est polyfactoriel. Il semblerait que ça diminue l'apparition, que ça retarde l'apparition d'Alzheimer. Alors, il est sûr que quand on est à plusieurs à boire des canons le soir, quand on a 80 ans, bon, c'est plus sympa et on reste plus dans le… Attends, on t'attend plus là. Ouais. Alors moi, je suis… Ah, c'est bon. C'est bon. Oui, donc apparemment, retard de la maladie d'Alzheimer. Et puis, alors ça a surtout des effets avec les caudalies, avec tout ce que notre ami de Montpellier a mis au point là, tous les brevets, Vercotrène.
Donc, ça a des effets bénéfiques sur la peau en particulier, avec des produits qui sont un tout petit peu chers, mais qu'on trouve en pharmacie, pas qu'on écoute à vie. Et toi, à titre personnel, quand tu goûtes un vin, qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est l'environnement. Quand on aime un vigneron, bon, j'ai la chance d'en connaître un paquet. Ce sont des gens en général qui sont généreux et qui font bien. On a tendance quand même à aimer un peu leur vin. Bon, c'est déjà. Moi, je suis très éclectique. Bon, j'ai un cépage que je crée un peu, donc je n'en parlerai pas parce que ce ne sont pas gentil. Mais moi, je suis très branché liquoreux parce que bon, j'adore mes amis d'Yquem. Et puis, et c'est un vin, enfin, oui, un vin, enfin, ce sont des vins qui sont en désamour, comme tu sais, hein. Tous les vignerons, tous les vignobles, que ce soit l'Alsace, que ce soit la Loire, que ce soit le Sauternais, que ce soit Jurançon, que ce soit la Corse, nos amis ils diminuent leur production de vins liquoreux parce que c'est plus dans l'air du temps. Peut-être que les accords vin et mets n'ont pas été au point. Les médecins en ont remis une couche, pas de sucre, pas de sel, pas de poivre et pas de ceci, pas de cela. Et donc, moi, j'ai un peu de mal à, à faire boire mes liquoreux à la maison et je suis un des seuls autour de moi à boire un liquoreux à l'apéro. Pour moi, il y a 4 moments pour boire, enfin, je pense au Grand Sauterne, au Grand Barsac. Il y a l'apéro, ça c'est géantissime, évidemment, pas sur de la charcuterie, mais sur des toasts au foie gras, enfin, des mets adaptés. Deuxièmement, sur un foie gras maison, c'est absolument génial. Sur des pâtes persillées, il paraît, moi je ne suis pas fromage, mais il paraît que c'est génial. Et le dessert, ce n'est pas le meilleur moment pour boire un vin liquoreux. Et là, l'autre jour, on a bu avec des copains qui nous avaient apporté un superbe gâteau au chocolat. On a bu un Maury 43. C'était un mariage. Les gens avaient plus faim, plus soif en fin de repas. Mais là, quand ils ont vu ça, ça les a émoustillés. Et là, la bouteille, elle est partie tout de suite. Hein. On était 8. Grand Maury, grand chocolat. C'est un beau mariage. Avec un autre vin muté, comme on dit muté, parce que des cuves deviennent muettes. Hein. Mélange, comme tu sais, d'alcool de fruits en cours de fermentation. Le Meidi, M comme Madiran, Heidi comme Domendelli, la famille Laplace. Marc, je t'ai perdu là. Du Maury et du Banyuls, c'est un très joli produit. Et voilà, un mec adorable, bon, comme Coapé, comme enfin, tous ceux que je connais, ils sont adorables, ils font des bons produits. Et là, ça te fait vibrer quand tu partages avec eux. Et en plus, quand tu sors 2-3 conneries en même temps et que tu manges bien, voilà, c'est sympa. Il ne faut pas boire en solitaire, c'est très mauvais. J'ai une petite question pour Par toi. définition, un alcool fermenté seul, c'est pas bon signe. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Une question sur donc les vins biodynamiques ou nature. Est-ce qu'ils sont meilleurs pour la santé que les vins conventionnels avec l'utilisation de tous les pesticides Alors, c'est un sujet que je connais peu ou pas, qui revient souvent dans mes soirées conférences à droite à gauche. J'ai eu quelques épreuves malheureuses, donc je mettrai un joker. Je sais que les grands sont biodynamie. Je pense à Aubert de Vilaine, qui est un grand monsieur, voilà, un grand monsieur et d'une gentillesse folle, et qui fait de très très jolis vins, et notamment qui fait un blanc. Moi, je suis très branché blanc, donc il est tout en biodynamie, et ce qu'il fait, c'est superbe, superbe. J'ai bu à la Pipette en 2019, il y a un an, donc le 3 février de mémoire, un lundi, j'étais avec Philippe Bursalus et puis mon copain Henri de Patrimonio, Gaffori, Rengat Gaffori. C'était une merveille. À la Pipette, le vin avait 4 mois, 5 mois, enfin, c'était février, donc les vendanges avaient lieu 4 mois avant. Et on dit que quand un vin est bon, il est bon tout le temps. À la Pipette, au verre, dans le chai et plus tard. Et là, c'était vérifié parce que les vins rouges, 3-4 mois, en général, c'est un peu technique. Là, je passe mon tour, en général. Je comprends. Il y avait aussi une question sur l'effet des effervescents au niveau santé. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Alors, je crois avoir lu qu'on atteignait un degré d'alcoolémie plus rapide qu'avec des vins tranquilles. Voilà. Mais je voulais dire que les vins effervescents, on peut faire tout un repas. Oui, c'est bon. Là aussi, il y a des gens adorables. Donc, moi, je suis fidèle à un petit champagne de Croûte-sur-Marne, de la maison. Françoise Bedel. Pardon? Françoise Bedel, non? Non, non, c'est Courtois, Courtois. il est podologue et vigneron.
Et un jour, il m'a dit, tiens, j'ai pas remis les pieds au chai depuis ce matin, parce qu'il n'y a pas de papier. Et je lui ai dit, heureusement que tu n'es pas proctologue. Oui, en effet. Pieds au chai, proctologue, podologue, enfin, voilà. Un peu court. Voilà. J'ai une question de Francisca qui nous demande, voilà, donc il y a un effet des polyphénols, on vient de le voir, et tu sais que dans les vins blancs, il y a une forte concentration en terpènes, là, qui sont ces éléments aromatiques. Est-ce qu'il y a des effets sur la santé? Est-ce que tu... Joker, je passe mon tour. Je n'ai pas d'idée. Par contre, j'ai une question, alors comme De Gaulle, qui ne m'est pas posée au fond de la salle, Oui, sur les sulfites. Les sulfites. oui. Donc, il y a toujours des sulfites dans le vin, c'est naturel, c'est normal, c'est la saccharomycèse qui est normale dans les levures, etc. Donc, il y a de moins en moins de sulfites, et ce n'est pas forcément les sulfites qui donnent les fameuses crampes, céphalées, etc. Ce serait plutôt les histamines, semble-t-il. Mais il y a toujours du sulfite dans le vin. Dire un vin sans sulfite, ça n'existe pas. Je ne suis pas œnologue, mais je sais que ça n'existe pas. Tu pourrais nous parler des histamines? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Non, mais tu en as parlé. Histamine, Oui, c'est une molécule, mais donc c'est une molécule qui a été isolée par les œnologues, qui est connue des biochimistes, des œnologues, mais bon, là on tombe dans la technique joker. Un joker. Dans la chimie du vin, ouais, c'est peut-être un peu. Ah, oui, quand tu entends un mec comme Vercotraine parler de la chimie du vin, etc., là, moi je fais ma liste de courses pour Carrefour. Biscotte pour le chat, jus d'orange, machin, parce que c'est imbitable. Mais en plus, c'est un mec adorable, Vercotraine. Est-ce que moi j'aime beaucoup quand je parle de l'histoire du vin, citer l'anecdote, tu sais, de Fagon, qui prescrivait du vin Louis XIV. à Louis XIV. Ouais. Tu as un petit mot là-dessus ou pas? Ah bah, Louis XIV a une belle vie médicale. Louis XIV est devenu chauve à la bataille dans le Nord, et il a vu le médecin d'Abbeville qui lui conseillait sa potion. Il était devenu chauve, il a eu le typhus, et il est devenu chauve, et d'où les perruques. Et donc, peut-être que Louis XIV était chauve, mais il avait une queue de cheval, à voir le nom de ses maîtresses, semble-t-il. Et puis après, il a eu des pommes de dents. Donc, il est tombé sur un type qui lui a arraché le palais. Donc, il avait une haleine de poney. Donc, Madame de Montespan mettait des voilettes parfumées quand ils avaient des contacts intimes. Et donc, Louis XIV avait un joli château, mais un mauvais palais. Enfin, je le dis avant tout le monde. Et puis, surtout, il a eu cette fameuse opération cruciale. Il a une fistule anale qui est opérée en novembre 1686 par Félix, premier chirurgien du roi. Et on a mis sur le compte de Fagon et de la consommation du vin de Haï, qui était à l'époque un vin tranquille, cette fameuse fistule anale. Il a été opéré. Ensuite, il a été 3 heures durant, en tenant la main de Louvois. Merci l'anesthésie générale à l'époque, qui n'existait pas. Il y avait un peu de gnôle pour ça. Ouais. Donc, il a été opéré. Et puis, il a été guéri. Et là, on a passé au vin de Bourgogne, avec la cuvée Hugues Crescent de Beaune. Et puis, il est passé à la Madame de Maintenon, avec qui il s'était marié nuitamment auparavant. Et il a fait une petite récidive ou 2 récidives. Et on dit que, je l'ai mis dans mon prochain bouquin sur le trou de balle, que son trou de balle, alors il y a la variante Jean-Noël Fabiani, professeur de chirurgie cardiaque, qui est un copain, donc soigné avec des compresses de pommard. Je n'ai pas le millésime, hein, ne me demande pas, mais à mon avis, c'est 1685-1686, puis le vin ne vieillissait pas à l'époque. Quoique les Hollandais étaient déjà passés avec leur mèche soufrée. Et puis, il y a la variante de Patrice Pelou, qui dit l'urgentiste. Apparemment, on lui a mis des pointes de feu dans le trou de balle pour que ça cicatrise. Donc, le roi Soleil avait la lune en feu. Voilà. Oui. Un grand classique. Et comme tu sais, cette opération a été à la source d'une grande musique, qui était le Good Save the Queen, qui est né à partir de là, qui a été piqué par je ne sais pas trop qui, et remis en musique par Handel ensuite en Angleterre. Et c'est grâce au trou de balle de Louis XIV que maintenant on a l'anus horribilis en Angleterre. Ce sont des choses qui arrivent. Ah. Mais pas l'abri du succès, tu vois. Absolument. Alors, attends, il y a un truc qui est très marrant d'ailleurs, c'est que Louis XIV a la même biographie que Dom Pérignon. Ils sont morts tous les deux en septembre 1715, 3 semaines d'intervalle. Et Dom Pérignon, tout le monde croit que c'est lui qui a inventé le champagne. Alors, ce sont les Anglais qui l'ont inventé, entre guillemets.
Et Dom Pérignon, il a simplement codifié 2 ou 3 trucs. Il a codifié les bouteilles plus épaisses, L'assemblage. les bouchons et surtout l'assemblage avec son côté reconnaître tel raisin de telle parcelle, de tel quartier, etc. À l'aveugle. Donc, c'est les 3 trucs. Mais alors, j'en ai parlé avec Philippe Forbach. Est-ce que Dom Pérignon a connu le champagne au sens où on l'entend maintenant? C'est un peu compliqué à affirmer. Bah, en fait, il faut se rappeler que c'est les débuts, à cette époque-là, les vins étaient ce qu'on appelle les vins fauvelets, parce que c'était surtout des raisins rouges c'est surtout des rosés assez clairs. Et avec l'apparition de la bouteille, d'ailleurs, il y a quelques écrits où on a parlé des vins du diable à l'époque, où en fait, voilà, les vins repartaient en fermentation, en bouteille, mais les bouteilles étaient pas très épaisses, etc. Donc les bouteilles, il y a des bouteilles Les 3 quarts. voilà, qui explosait dans la pile et toute la pile explosait. Et on disait voilà, que le diable était descendu dans les caves. Et donc, on interdisait même de descendre. Les descendre casqués, bottés, masqués, C'est ça. avec des grillages, pour pas en prendre. Et là, moi, je n'arrête pas de dire le côté médical. Je dis aux gens, attention aux bouteilles de champagne, parce que de temps en temps, on voit des, bon, je ne vais pas être graveleux, mais on voit des cons qui s'amusent avec les bouchons de champagne et comme ça à montrer la bouteille à droite à gauche. Et 1 fois ou 2 par an, il y a un œil qui part à la poubelle. Un type il reçoit un bouchon de champagne dans l'œil, ça peut quand même mal finir. Et moi, j'ai un collègue qui était chirurgien militaire à Bégin. Et il a perdu un œil dans un cocktail comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais donc ça peut être dangereux. Alors, les bouteilles n'explosent plus pratiquement maintenant, mais on peut avoir des jeunes qui jouent au con. Et alors, par rapport aux jeunes, il faut leur apprendre aux jeunes à boire le vin, à goûter le vin, à sentir le vin, les arômes, les couleurs, pour leur éviter de tomber dans le bitter express, dans le binge drinking. Et moi, en tant que chirurgien digestif, je n'ai pas trop vu d'accidents comme ça à Nevers, mais mes copains orthopédistes dans d'autres régions, ils ont vu des gamins noyés, des gamins accidents de voiture, des gamins qui sont tombés des échelles, des caves, etc. Donc, le binge drinking, moi, je ne comprends pas comment on peut prendre son pied en 1 heure parce qu'on dégueule le premier, parce qu'on tombe dans le coma le premier. C'est une espèce de concours un peu débile. Donc, c'est à nous, parents, à gérer ça. C'est la différence entre la saoulerie et l'ivresse spirituelle. Ouais. Alors, le côté ivresse, ça me permet de rebondir. Il se trouve que l'ivrognerie aiguë, avec un Y, a toujours été débusquée par toutes les institutions et condamnée. Il a fallu attendre 1853 pour que l'ivrognerie chronique, donc Magnus Huss, soit une entité. Alors, pourquoi on a attendu aussi longtemps? Alors ça, c'est une idée perso, parce que l'homme, entre guillemets, a vécu assez de temps pour amasser les stigmates de l'alcoolisme chronique. Tant que le type mourait à 35-40 ans, syphilis, tuberculose, tétanos, l'armée, la guerre, les mines, la noyade en mer, etc. Donc les gens mouraient tôt. La moyenne de vie, il y a notre génération, on a gagné une génération en une génération. Quand on était petit, dans les années 50-60, il n'y avait pas de couple. Il y avait un des deux en noir, l'autre était sous terre. Là, on a gagné une génération. Et il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que l'homme vive suffisamment de temps pour avoir les stigmates. Et ce type, Magnus Huss, qui était un médecin suédois, fils de pasteur, a dit, tiens, cette dame-là, elle picole, elle fait des gogoles. Bon, parce que les gogoles, ils allaient à l'ENA ou au CAT, toi, c'est le genre. Bon. Tiens, ce type-là, il picole, il a un gros pif, des grandes oreilles, le teint un peu coupe rosé, il picole. Tiens, ce type-là, il vomit du sang, il a des selles noires, il a un gros bidon, il a de l'hydropisie, il picole. L'autre, il marche comme un canard, il a une polynévrite. L'autre, il déconne, il a la du galvaniquet. Et Magnus Huss a fait la relation entre toutes ces pathologies diverses et variées pour les réunifier dans une cause commune qui était l'alcoolisme. Et l'ivrognerie chronique a été débusquée à la fin du 19e, 1853, donc assez récemment. Il y a un petit commentaire, merci à Marianne, sur les histamines. Donc, elle nous dit que ce sont les amines biogènes, donc histamine, tyranine, putrescine, cadavérine, proviennent pour l'essentiel de la transformation des acides aminés libres pour certaines souches bactériennes de santé. Ouais. Alors pour la petite histoire, je compléterai juste avec un tout petit point de technique, puisque les acides aminés dans le vin, c'est important. On les retrouve, les acides aminés, ce qu'on appelle les acides phénols, c'est une certaine variété de polyphénols
Et également, les anions minéraux et les cations métalliques, c'est ce qu'on va retrouver, donc la matière minérale organique, ce sont ce qu'on appelle en fermentation alcoolique des précurseurs d'arômes. Ça va être en fait ce qui va se concentrer dans le mou et qui, à travers la fermentation alcoolique, va être révélé pour faire la typicité du vin. Alors ça, c'est un petit point de détail, mais c'est quand même important. Quand on voit la concentration en minéraux, c'est ce qui permet d'avoir peut-être des fois la notion de terroir. Ouais. Mais Laurie, qu'est-ce que tu nous dis? Très juste, Mélanie, c'est bien ce que l'on peut évoquer le partage. Pour ma part, j'ai connu des proctologues ou des gastro-entérologues beaucoup moins sympathiques, sans verre à la main. C'est trop gentil. Attention à la pétulance du flatteur. Vieille contrevédrée, c'est la flatulence du péteur de mon vieux maître Rabelais. Il Ouais. disait un folle de la messe que molle de la fesse. Alors, moi, sur un autre plan par rapport à la consommation de vin, il y a encore, en tant que chirurgien urgentiste, j'ai été de garde un jour sur 3 pendant 40 ans à Nevers, donc on a malheureusement un passé qui plaide en notre faveur ou pas, selon. Moi, je serais au volant alcool zéro. Il reste au moins dormir sur place, picoler, mais dormir sur place, faire conduire quelqu'un qui ne boit pas, donc prendre un taxi, etc. Parce que quand on a un gamin de 14-15 ans qui se fait tuer par un chauffeur qui a 4 grammes dans chaque bras, c'est une situation que j'ai vécue. Elle a annoncé à la famille que leur gamin ne va pas très bien. Je le souhaite à personne. C'est quand même des moments un peu douloureux. Donc, par rapport à ça, alcool zéro, on se rappelle, quand on était petit, dans les années 60, je me rappelle très bien, le Parisien libéré à Paris, par définition, c'était week-end de la Pentecôte, 327 morts, à la Toussaint, 452 morts, etc. Donc, il y avait 18 000 morts par an. Maintenant, on est à 3 600 morts par an. Donc, ça a quand même bien évolué. Bien descendu. Ouais. Il reste encore 4 choses à gérer. La fatigue. Donc, surtout quand on est fatigué, surtout, reposez-vous. Ça, c'est quand même fondamental. Et toutes les 2 heures, la pause s'impose. Ça reste toujours vrai. Deuxièmement, il reste les vieux. Les vieux, il n'y a aucun contrôle. Moi, j'ai vécu ça avec mon père à 97 ans, il conduisait encore. Bon, et on a beau dire, il faut lui piquer les clés, lui piquer la bagnole, enlever l'assurance, etc. Il n'y a pas de loi. Vous ne pouvez pas empêcher un vieux de conduire, en dehors de lui couper les mains et les pieds. Mais bon, c'est une solution un peu radicale, cher ami. Un peu radical. Et donc, il reste le gibier. Moi, dans nos campagnes, il y a le gibier. J'ai eu 2 internes qui sont morts pour avoir été à Dijon prendre des cours, et ils se sont tapés un sanglier. Et au lieu croiser du moins, au lieu de se taper le sanglier, ce qui est le conseil qu'on donne à tout le monde, ils se sont tapés le 40 tonnes qu'il y avait en face. Donc, c'est 2 morts de 20 ans. Et on a un exemple célèbre qui est Gonzague Saint-Brie, qui était passager, peu ou pas de ceinture. Sa femme ou sa compagne avait 2 grammes dans chaque bras. Un lapin est passé, hop, accident. Et lui, il s'est tapé le chêne et il est mort comme un gland. Donc, sur le coup, ça fait comme désordre. Donc, le gibier, la fatigue, le gibier, et puis voilà, les médicaments, somnifères, anxiolytiques, et la drogue. Et puis, il y a en tant que chirurgien, alors ma femme est gynécologue, ma fille est chirurgien gynécologue, mon fils est dentiste et je suis proctologue. Donc, on est tous les 4 AOC, appellation d'orifice complet. Bon, elle est facile, j'aime bien. Et donc, tout ça pour dire, la femme enceinte, le langage de santé publique, femme enceinte, alcool zéro. Alors, on a 800 000 naissances par an en France. Une naissance sur 1000 est liée à une maman alcoolique. Et les mamans alcooliques, ça va de 14 ans à 70 ans maintenant avec les hormones. Et elles nous font des gamins gogoles qui vont au CAT ou à l'ENA. Ça arrive. Écoute, on va arriver bientôt au terme. Ça fait un petit moment qu'on a beaucoup partagé sur le sujet. Est-ce que tu veux peut-être nous dire un petit mot sur le livre qui sort prochainement? Sur l'anus? Oui, oui. En 2 mots, j'ai fait une encyclopédie sur l'anus, préfacée par Andrea Ferreol, ma grande copine, que tout le monde connaît, avec André Daguin disait d'elle, c'est la seule pâtissière qui signe les tartes avec ses fesses. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la scène où je crois que c'est Piccoli qui la prend et qui lui met comme ça le popotin sur une tarte. Et donc, j'ai fait une partie médicale, le cas, à peine le cas, avec l'histoire de la chirurgie anale, depuis Hippocrate jusqu'à mes patrons de Léopold Bellan à Paris et mon maître Toupet. Et puis, il y a
tout le reste, c'est l'histoire du PAL, l'histoire du bidel, l'histoire du PQ, c'est l'histoire de la sodomie avec les approches culturelles selon les religions, les pays. Et puis, il y a l'anus et les arts. Donc, il y a les modillons catamitiques sur les nefs romanes au Moyen-Âge. Il y a l'anus et la musique avec le pétomane. Et il y a l'anus et la peinture. Et puis, alors, un truc qui va vous faire mourir de rire, il y a un chocolatier anglais. Il faut faire Google, pâtisserie, machin, chocolat. Et il fait un moule sur votre trou de balle et il vous fait des chocolats personnalisés avec vos plis radiés. C'est tout un programme. Alors, j'ai gardé ce chapitre pour la fin. Alors, tu écris fin comme tu veux. Alors, quand j'ai raconté ça à ma fille, qui est donc gynéco, elle m'a dit, papa, tu déconnes, c'est une fake news. Alors, je lui ai dit, non, c'est pas une fake news, c'est une des fake news. Des fake news. Le docteur est drôle. Voilà. Donc, j'ai 400 pages sur un trou. C'est plus un trou, c'est un cratère. C'est énorme, ouais. Avant de te laisser le mot de la fin, Marc, je voulais juste vous… Ça. Pardon, excuse-moi. Bon, un livre plutôt drôle. Et puis là, il y a un livre qui marche bien, c'est les écrivains du Champagne, avec Amélie Nothomb en couverture, et avec 30 notes ou 40 notes pédagogiques, le champagne, repas au champagne, le champagne dans la peinture, le champagne dans les bordels, le champagne aux enchères, le champagne sous… On t'a perdu, Marc, là. Donc oui, je ne sais plus, je ne vous entends plus. Moi, je pense que j'ai un petit problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe. Des noms, je vois Bertrand Chartier, mais je vois plus rien là, je ne sais pas ce qui se passe. On vous entend. C'est moi qui ai eu un petit problème de… On vous entend. Je suis de retour. Arrête de boire, Franck. Non, j'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Écoutez, je vais laisser le mot de la fin après à Marc. Je voulais juste vous donner deux petites choses. Donc, j'ai mis dans le chat, j'ai mis un lien, donc le lien du groupe Facebook qu'on démarre sur la dégustation intuitive et géosensorielle. C'est un groupe ouvert, participatif, dans lequel on va révéler quelques secrets à partir du 14 mai sur la pratique de l'expérience avec les cailloux géosensoriels chers à Jackie Rigaud et sur la dégustation intuitive. Voilà. Je voulais aussi, je vais juste partager mon écran 2 petites secondes pour vous donner les prochaines dates de nos webinars. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas du coup. Vous voyez mon écran ou pas? Non. Oui, on voit. Ah, on le voit, c'est bon. Par contre, vous ne voyez pas le bon. Attends. Je vais, j'ai pas 2 petites secondes. Je vais passer en partage. Vous me dites si c'est tout bon là. Voilà. Donc voilà, on a là, donc le jeudi 20 mai, on se retrouvera avec Olivier Poils qui est dégustateur et journaliste à la Revue des Vins de France, grand spécialiste des vins de Bordeaux. On parlera des goûts et des couleurs des vins de Bordeaux. Le 3 juin, on sera en triplex avec Jean-Charles Abatouch et Raphaël Pierre Bianchetti. On sera donc en Corse, voilà, pour parler des cépages oubliés de la Corse et du renouveau. Et le 17 juin, on sera avec Caroline Furtos, donc, qui s'occupe à la Revue de l'Alsace pour nous parler du réveil des terroirs d'Alsace. Voilà, donc on aura un joli programme prévu. Et tout début juillet, je ne l'ai pas indiqué, on sera en compagnie de Pascaline Lepelletier, qui est meilleure ouvrier de France, à New York. Voilà, qui est propriétaire du restaurant Racine à New York, qui nous partagera sa vision du vin outre-Atlantique. Un immense merci. N'hésitez pas donc à nous rejoindre sur le groupe Facebook. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui sont en formation chez nous samedi, donc on se croisera avec un bon verre de vin à la main. On se dit rendez-vous dans 15 jours. Merci Marc. Je vais te laisser la mot de la conclusion avec un contre-P puissant, je le sens. Je ne pourrais le sentir olfactivement, mais je le sentirai, je l'entendrai. Si tu me branches la contre-flatulence, on est entre les crus affinés, le goût du blanc, les fines appellations, bien sûr. Et je reprendrai le mot bien connu des sommeliers. Et merci de cette invitation. Il ne faut pas boire pour oublier, mais déguster pour se souvenir. Et quand on a des grands souvenirs de vin à partager, c'est que de l'épectase et du bonheur. Voilà.
Voilà, un immense merci beaucoup Marc à toi. N'hésitez pas à enrichir votre bibliothèque avec les ouvrages de Marc. Et on se dit à très vite, à bientôt et plein de bonnes choses pour vous. Soyez prudents, protégez-vous et continuez à boire du vin et du bon si possible. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci Marc à toi. Je t'en prie, merci pour tout. Merci, salut. Salut. Bonne soirée à tous.